Salut à tous, moi c'est Yuri et on se retrouve aujourd'hui pour cette série de podcasts concernant le cours de droit civil et personnes. Commençons tout de suite avec une courte introduction. Le droit des personnes régit et protège l'ordre. L'objectif de réglementation d'une part et de protection d'une autre part sont les fondamentaux de ce dernier. Il est ancré dans la réalité quotidienne et doit donc s'adapter aux nouvelles mentalités, évolutions historiques, politiques, sociologiques, à la modernisation de la société, que ce soit au niveau technologie, psychologie, philosophie, etc. À cause des mutations générales de la société, le droit des personnes doit évoluer, voire même devancer ces mutations pour continuer de protéger et régir les personnes. Clonage, bioéthique, Internet, atteinte à la vie privée, etc. Le droit des personnes doit également s'adapter aux dimensions concrètes et abstraites, les aspects corporels comme sociaux. Passons tout de suite à quelques définitions importantes avec les catégories de personnes. Les personnes physiques. Aux yeux du droit civil, nous sommes tous des personnes et des êtres humains, et plus précisément des personnes physiques, ce qui fait de lui une personne juridique. Un embryon n'est pas une personne. Ensuite, on a les personnes morales. La personne morale est un rassemblement de personnes physiques, de biens, ou les deux, à qui le droit confère la personnalité juridique. On a les associations, les syndicats, sociétés, les fondations, les entreprises. Une personnalité juridique, c'est un être titulaire de droits et d'obligations. La personnalité juridique peut ainsi donner lieu à des actions juridiques et d'autres. Il y a peu de similitudes entre les deux catégories. Premièrement, la reconnaissance de la personne physique est simplement liée à l'essence biologique de l'être humain. Elle est un dû. Tandis que les personnes morales doivent faire une démarche pour obtenir la personnalité juridique. Ensuite, certains droits ne s'appliquent qu'aux personnes physiques. On a la protection du corps humain, par exemple. Enfin, toute personne physique est soumise au même régime juridique dans le socle commun. Il y a quelques règles supplémentaires pour les majeurs protégés, les mineurs, etc. Concernant les personnes morales, il existe une pluralité de spécificités. La notion de personne, la personnalité juridique. Le sens, la signification. La personne physique acquiert sa personnalité juridique à la naissance et la perd à la mort. La personne morale acquiert sa personnalité juridique à la constitution et la perd à la dissolution. On a donc des bornes temporelles. La capacité juridique, l'article 1123, correspond à l'aspect de la personnalité juridique et donc l'aptitude à jouir des droits dont on est titulaire et à les exercer. On parle alors de capacité de jouissance et d'exercice. Cette capacité juridique est comprise dans la personnalité juridique, mais cette dernière va au-delà de cette capacité seule. Un bébé n'a pas la capacité d'exercice, mais il a la personnalité juridique. La portée. La personnalité juridique permet de faire un summa divisio entre les personnes, donc un sujet de droit, et les choses, un objet de droit. Les sujets de droit peuvent être alternativement actifs, donc titulaires de droit, revendiquer, exercer, jouir, etc. Mais ils peuvent aussi être passifs, que ce soit les débiteurs d'obligations, devoirs envers autrui ou la société. Une qualification est une opération intellectuelle et elle traduit une réalité sociale, humaine en termes juridiques. Elle fait rentrer le quotidien dans des catégories de droit. Ainsi, par exemple, l'animal reste une chose, mais on reconnaît son statut d'être vivant et sensible. Il est ainsi soumis au régime des choses, mais avec des traitements protecteurs. Passons maintenant à l'évolution historique. D'abord, avec l'évolution des concepts. L'esclavagisme, en droit romain, était admis et cultivé. On le distinguait de l'homme libre. Il n'était donc pas considéré comme une personne. Je parle ici de l'esclave, bien sûr. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais il faut attendre 1848 avec l'abolition de l'esclavage pour avoir une véritable réalité à cette phrase. Dans le Code civil de 1804 et un demi-siècle plus tard seulement, tout être humain est une personne. L'évolution des mentalités. Le droit des personnes a dû s'adapter aux évolutions de l'opinion publique, des mœurs, et il va de pair avec les changements de la société.
Toutes les révolutions scientifiques et sociales ont donc fait évoluer le droit des personnes. Certaines évolutions relatives aux personnes physiques. Auparavant, les rapports entre personnes physiques étaient envisagés comme des rapports de pouvoir et de hiérarchie. Le père avait le droit de battre, de déshériter ses enfants et avait l'autorité sur la mère. L'autonomie de l'enfant, qui était relative, et de la femme n'a été reconnue par le droit que dans la seconde partie du XXe siècle. De plus en plus, on distingue le statut des personnes physiques entre elles, qui doit être égal, et le statut des personnes physiques dans leurs fonctions sociales, où il peut y avoir des hiérarchies. Certaines évolutions relatives aux personnes morales désormais. Le terme n'existait pas dans l'ancien droit, mais certaines villes, régions ou corporations s'étaient vues reconnaître une autonomie et avaient alors plus de pouvoir, plus de dynamisme aux relations commerciales, et ainsi faire valoir des droits en se regroupant. Ces groupements ont été dissous par la Révolution qui préconisait des idéologies individualistes. Le 5 avril 1884, on a l'apparition de la première personne morale. Les sources du droit des personnes. On a d'abord les sources internes. Le Code civil. Le Code civil, c'est le principal recueil de textes de loi où se trouvent les dispositions relatives aux droits des personnes. Les années 60 sont fondamentales dans l'évolution des droits des personnes. Les ministres furent influencés par les professeurs de droit Jean Foyer et Jean Carbonnier. En 1964, c'est la réforme du droit des tutelles et des majeurs protégés. Un an plus tard, en 65, c'est la réforme du droit des incapacités dans son ensemble. En 1975, on a la loi sur l'avortement avec beaucoup de conséquences sur le droit des personnes et notamment sur le statut de l'embryon et sur ce qu'est une personne donc. Depuis 1975, apparaît une série de lois bioéthiques. On a notamment une série en 1994, puis en 2004 avec la décennie voulue. Ce sont une réponse aux avancées de la science. 4 noires, blanches et grises. Ces lois se sont donné une durée de vie de 10 ans pour réfléchir les situations complexes, les dérives de la science, les droits de l'homme, etc. En 2002, on a la réforme sur le nom de famille, et on a donc une interrogation sur la place des personnes dans une famille et dans une société, ce qui correspond au final à une adaptation aux nouvelles mentalités. Comme autre source interne, on a simplement les autres textes de loi. On a d'abord le Code de procédure civile, également appelé le CPC, qui prévoit des procédures relatives aux personnes et au domicile. Ensuite, on a le Code de la santé publique, le CSP, qui relève de la protection en cas d'internement, des prélèvements d'organes, etc. Puis, on a le Code des sociétés et le Code du commerce qui définissent les statuts d'une société commerciale. Et enfin, on a les textes qui appartiennent au bloc de constitutionnalité. La Constitution française, le préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Voilà donc pour les sources internes. On a maintenant les sources européennes, avec d'abord la Convention européenne des droits de l'homme, autrement appelée la ConvEDH. C'est un texte fondamental qui a été signé par la France et qui l'oblige à se soumettre aux dispositions prises par la Cour européenne des droits de l'homme qui donnent des indications souples ou rigides. Or, celles-ci vont influencer les droits des personnes avec une atteinte à l'intégrité corporelle. La Cour européenne des droits de l'homme a donc contraint le droit français à évoluer. Ensuite, comme autre source européenne, on a l'Union européenne. Celle-ci édite des textes applicables en droit français et qui relèvent de la personne humaine, avec le traité de Lisbonne en 2009 et avec surtout un attachement au respect de droits moraux, surtout garantis par l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, dispose d'arrêts et de décisions qui donnent l'impulsion à des dispositions réglementatives aux législateurs français. Enfin, comme autre type de sources, nous avons les sources internationales, avec d'abord les sources générales. En effet, toutes les conventions dont la France est signataire et qui sont relatives à la protection des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité, le droit à la liberté, à la protection sociale, etc. Cela correspond notamment à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ensuite, on a les sources spécifiques qui visent des catégories particulières, par exemple avec la Convention de New York de 1990 qui vise la protection de l'enfant. Elles visent également des droits particuliers, par exemple les 2 pactes des Nations Unies,
en 1966 et entrées en vigueur en 1976. Elles peuvent viser également des droits civils, politiques ou économiques, ou encore des questions générales, par exemple avec le progrès de la science. Ici, ce sont des textes qui abordent des normes éthiques et notamment la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme en 2005. Le droit interne réglemente ces pratiques selon les mesures des instances internationales. Tout droit des personnes fonctionne par strates avec une interaction entre ces différentes couches et qui sont facteurs d'évolution les unes entre les autres. Voilà donc pour notre introduction. Passons tout de suite à la première partie avec les personnes physiques. Pour qu'une personne physique soit reconnue, elle doit exister. C'est l'existence juridique. Ceci permet notamment d'assurer sa protection. Le premier chapitre s'intitule « L'existence de la personne physique ». Il prend en compte la dualité entre la personnalité juridique identique à tous et en même temps l'unicité de la personne. Première section, la qualité de la personne physique. Il y a un dénominateur commun à toute personne physique dotée de la personnalité juridique. L'acquisition de la personnalité juridique. Le droit s'empare de la réalité naturelle et biologique de l'espèce humaine et façonne sa propre réalité juridique. La reconnaissance de la personne juridique correspond à la consécration juridique d'une donnée naturelle. Si la personnalité juridique ne modelait que la réalité biologique, il n'y aurait qu'une seule possibilité d'acquérir la personnalité juridique, or il y en a plusieurs. L'acquisition par la naissance. Elle s'acquiert à la naissance et par la naissance. Toutefois, le droit a dû appréhender quelques cas particuliers et donc préciser le principe. L'enfant doit être né vivant et viable, c'est-à-dire être né en respirant, en donnant des signes de vie, qui correspond au fait d'être vivant, et être doté des organes nécessaires pour continuer de vivre, ce qui correspond au fait d'être vivable. La formulation de l'acquisition de la personnalité juridique se fait de façon formelle. La rédaction d'un acte de naissance permet de constater les deux conditions posées par le droit. L'article 55 du Code civil stipule que tout enfant doit être déclaré à l'état civil dans les 3 jours de sa naissance, à la mairie du lieu de l'accouchement, si on est en France, et dans les 15 jours auprès des agents consulaires ou diplomatiques, si on est à l'étranger. Les conséquences, avec le cas de l'enfant mort-né. Celui-ci n'a pas de personnalité juridique. Ce n'est pas une personne, donc c'est une chose. Il n'y a pas d'acte de naissance. Mais il existe un acte particulier pour la réalité psychologique. Un certificat d'enfant sans vie, rédigé sur la base d'un certificat médical. La réforme récente par une jurisprudence de 2008 de la Cour de cassation et qui s'est prolongée par un décret de 2008 stipule qu'un enfant né sans vie pouvait être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement. On a ensuite le cas de l'enfant mort dans le ventre de sa mère. Celui-ci n'a pas de personnalité juridique. L'accouchement fait de l'enfant une personne distincte de sa mère. Le fœtus comme l'embryon ne sont pas considérés comme des personnes juridiques, mais la Cour de cassation a défini le statut du fœtus et de l'embryon par un arrêt de 2001. On devait reconnaître le statut particulier de personnes humaines potentielles pour leur protection. Des textes internationaux confirment ce statut particulier. La Convention d'Oviedo, l'arrêt de la Cour judiciaire de l'Union européenne du 18 octobre 2011, etc. On a la loi de 1975 qui a été complétée en 2001. Cette loi, et la loi Veil, est relative à l'IVG, en milieu hospitalisé, par le corps médical et délai de rétractation. Elle autorise l'avortement, ce qui est possible uniquement lorsqu'on n'a pas reconnu le statut de personne au fœtus ou à l'embryon. Sinon, ce serait un homicide. La loi de 2001 a rallongé le recours à l'IVG en le portant à 12 semaines. Elle a aussi permis aux mineurs de pratiquer l'IVG sans l'accord de ses représentants. La loi du 4 août 2014. L'IVG peut être réalisée à la demande d'une femme enceinte sans avoir à se justifier de son acte. Auparavant, seule une femme en situation de détresse pouvait avoir recours à l'IVG. Le planning familial et seul un médecin peuvent pratiquer une IVG avant la 13e semaine. Selon les textes de 2013, on a l'utilisation d'embryons humains pour l'expérimentation avec encadrement. S'il y a nécessité scientifique ou expérimentale, il est interdit de toucher à l'embryon. Face aux deux séries, les lois de 2011 et 2013 ont mis en avant la primauté de l'être humain.
la dignité humaine, mais ont ménagé la possibilité d'expérimentation en vue de la recherche. L'acquisition indépendamment de la naissance. On a d'abord une atténuation admise par le système juridique et le droit positif, avec l'acquisition anticipée légale de la personnalité juridique. La règle légale de l'infans conceptus est une règle selon laquelle l'enfant simplement conçu est tenu pour né et acquiert la personnalité juridique, chaque fois qu'il va de son intérêt, que ce soit au niveau des legs, succession et donation. L'article 725, les droits de succession, et l'article 906, les droits des libéralités. Ensuite, l'acquisition anticipée jurisprudentielle de la personnalité juridique. Dans les années 90 et début des années 2000, la jurisprudence voulait jouer cet adage infans conceptus dans d'autres situations où le fœtus et l'embryon n'avaient pas encore la personnalité juridique. Pour des raisons de dommages et intérêts pour les parents cette fois, et non l'enfant, l'enfant avait besoin de la personnalité juridique de façon à anticiper dans le but de pénaliser l'auteur des blessures dans un cadre légal, ce qui a été admis par la jurisprudence pendant un certain temps. Le 2 octobre 2016, on refuse d'utiliser l'adage infans conceptus. Ainsi, si l'embryon fœtus meurt de ses blessures, on revient au cas du mort-né. S'il a des lésions irréversibles, mais il est né vivant et viable, il a alors la personnalité juridique et on peut alors faire jouer les règles du droit. La perte de la personnalité juridique. On a d'abord la perte certaine de la personnalité juridique. Les personnes pénalement condamnées étaient considérées en mort civile jusqu'au 31 mai 1834. La gravité des méfaits justifiait qu'on supprime leur personnalité juridique alors qu'elles étaient encore en vie. Elles perdaient leurs biens, leurs droits civiques et civils, et on avait la possibilité d'agir en justice. Au-delà de la perte de la personnalité juridique, il y a d'autres conséquences juridiques qui découlent de la mort. Le droit de la succession, le droit de la famille, le droit d'utiliser la dépouille, etc. Il faut donc avoir une certitude de la mort. La définition de la mort. Aspect définitionnel. La vie et la mort ne sont pas définies par le code civil, mais la science et la médecine ont permis de préciser quand une personne est morte. Avant, c'était les fonctions respiratoires qui étaient considérées comme essentielles, puis ce fut les cardiaques et enfin celles cérébrales. Le droit positif a considéré dans le Code de la santé publique que c'était un faisceau d'indices qui permettait de caractériser la mort. Les articles R 1232.1 et R 1232.2 établissent ce qu'est la mort. Ce code vise les conditions du prélèvement d'organes. Il faut ainsi la réunion de 3 critères cliniques. Premièrement, l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Deuxièmement, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Et troisièmement, l'absence totale de ventilation spontanée. On a ainsi 2 types d'euthanasie. L'euthanasie active, qui correspond à provoquer la mort d'une personne pour mettre fin à une situation irréversible, et donc c'est une procédure sanctionnée pénalement. Et on a l'euthanasie passive, qui correspond à suspendre des assistances médicales qui maintiennent le patient en vie. Ici, c'est une procédure tolérée juridiquement et acceptée à certaines conditions. L'aspect probatoire. La mort doit être déclarée et donc officiellement constatée. Un acte de décès établi par un officier de l'état civil de la commune du lieu du décès, avec l'article 78 du Code civil, et grâce à un cadavre. Lorsqu'on ne retrouve pas la dépouille d'un soldat mais que la mort est certaine, le décès est prononcé par un jugement déclaratif rendu par le TGI du lieu du dernier domicile du soldat. Le statut des morts, 2 enjeux. D'abord, la protection du corps du défunt. Une fois la mort constatée, l'être humain devient une chose, mais le droit continue de protéger le corps humain après le décès. Il est alors protégé à 2 égards. D'abord, le corps proprement dit. Ici, la question des prélèvements en raison des nécessités médicales est scientifique. Pendant longtemps, c'était seulement si la personne avait accepté le prélèvement pendant son vivant. Aujourd'hui, toute personne est considérée comme ayant le droit de s'opposer de son vivant par des moyens officiels, le registre national du refus dès 13 ans. Écrit, donc un testament, et déclaratif oral, etc. Si une personne ne s'y est pas opposée, le consentement de la personne est présumé. On a d'abord la question des autopsies et nécropsies. Il y a 2 types d'autopsies. D'abord l'autopsie médicale, qui correspond à trouver la cause de la mort ou pour la formation des étudiants en médecine avec l'accord des personnes de leur vivant. Et on a l'autopsie judiciaire qui est dans le cadre de l'enquête
ordonnée par un juge. La dépouille et les funérailles. Le droit pénal protège la dépouille et il existe dans le code pénal un chapitre consacré à la dignité de la personne avec une section des atteintes au respect dû aux morts. Et ce, notamment pour protéger l'intégrité corporelle. La question des profanations de tombes ou actes qui affectent l'intégrité physique du cadavre. L'arrêt de la première chambre civile du 16 septembre 2010 stipule qu'un cadavre doit être traité avec respect, dignité et décence. Ensuite, les dispositions législatives relatives aux funérailles dans un objectif de réglementation. Les codes des collectivités territoriales et de la santé publique ont légiféré selon les hypothèses de la crémation ou de l'inhumation pour des raisons de santé publique. Pour l'enterrement, l'inhumation doit avoir lieu dans un cimetière communal ou très rarement dans un terrain privé. Pour la crémation, il y a eu un vide juridique pendant longtemps, mais il a fallu réglementer la répartition des cendres. La loi du 19 décembre 2008, avec l'article 16.1.1, rappelle que le corps humain doit bénéficier d'un respect particulier qui ne cesse pas avec la mort et que les restes des personnes humaines décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Via cette loi, on ne peut conserver les cendres chez soi, dans les lieux privés, ni les partager. Elles doivent être dans le jardin des souvenirs ou dans les lieux particuliers de la nature qui ne sont pas sur les voies publiques et qui doivent être signalés à la commune pour recevoir une autorisation. La protection de la personne décédée. Ici, on a le respect de la personne décédée et le respect de ses dernières volontés. La loi autorise le mariage post-humain, avec l'article 171. On a également la protection de la mémoire de la personne décédée, la mémoire des mots, sanction des diffamations ou injures contre la mémoire des morts. Ensuite, on a la protection de l'image des morts avec l'action de la publication des photographies du corps décédé d'une mort. En conclusion, en tant qu'enveloppe charnelle et en tant que réalité morale, la personne humaine est protégée au-delà de la mort. La perte incertaine de la personnalité juridique. Quand on ne sait pas si la personne est en vie ou morte, il y a deux grandes hypothèses à envisager. On a la disparition ou l'absence, avec un doute moins fort, et la personne n'est pas physiquement présente et il n'y a pas de garantie de son décès ou de sa vie. Ainsi, elle n'est pas accessible. L'absence. Contrairement à la mort, l'absence est définie par l'article 112 du Code civil. C'est une situation où la personne a cessé de paraître dans le domicile ou sa résidence, ce qui crée une situation embarrassante du point de vue sentimental et patrimonial pour les créanciers et les débiteurs de cette personne. Avant la loi de 1977, à l'origine de ce régime juridique, la personne mariée à l'absent devait rester mariée à vie. Ce régime est constitué aujourd'hui de deux étapes. D'abord, la présomption d'absence. La présomption d'absence est une situation de doute qui fait pencher la balance vers la présomption de vie. La personnalité juridique de l'absent est donc maintenue. Un constat d'absence est demandé par les parties intéressées, la famille, l'entourage, le ministère public. Elle est demandée au juge des tutelles pour officialiser cette absence lorsque la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et que l'on n'a pas de nouvelles. Article 1112-121. Bien que l'absent conserve ses liens familiaux et ses biens, ce constat a plusieurs conséquences qui visent d'abord la protection des biens et des personnes abandonnées. Un régime particulier de protection est alors déclenché. D'un point de vue patrimonial, la présomption d'absence permet d'administrer judiciairement le patrimoine. Ainsi, le juge nomme généralement un parent pour représenter l'absent, article 113, et ce dans l'organisation des biens de l'absent. D'un point de vue personnel, il faut prendre en main l'entretien de la famille et surtout du sort des enfants, article 114. Cette présomption est par hypothèse provisoire, car on envisage la réapparition de l'absent. Si c'est le cas, il y a la suspension de toutes les mesures prises lors de son absence, article 118. Si sa mort est confirmée, les héritiers ou le ministère public mettent fin au régime de protection de l'absent et on fait rétroagir la disparition de la présomption de l'absence à la date retenue pour le décès. La période de présomption d'absence disparaît rétroactivement et est remplacée dans la situation du jour du décès. Si l'administrateur de l'absent a contracté au nom de l'absent lorsqu'il n'était pas encore signalé décédé, ces actes deviennent frappés de nullité, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. La sanction de nullité ne doit pas porter atteinte aux intérêts du tiers qui était de bonne foi.
Il y a donc une sanction intermédiaire pour rééquilibrer la situation. Article 119. La loi prévoit une phase de 10 ans prévue à partir du début de la présomption de l'absence, car on ne peut pas présumer éternellement qu'une personne est vivante. Cela fige la situation de l'époux et des enfants. Si ces 10 ans se sont écoulés, l'absence présumée est alors soumise à un nouveau régime, article 122 et suivant, qui est la déclaration d'absence. Si l'absence n'est pas déclarée, on ne rentre pas dans la phase de déclaration de présomption d'absence et donc de protection de ses biens. Et si 20 ans après le moment où la personne n'a plus donné de ses nouvelles, une personne de son entourage signale son absence, on ne place plus par la présomption d'absence et on va directement vers la déclaration d'absence. On encourage ainsi le signalement de l'absence pour protéger l'absent. Ensuite, on a la déclaration de l'absence. C'est le contraire de la phase de présomption d'absence. Ici, la probabilité de décès est jugée plus grande que la probabilité de vie. Article 1122 et suivant. Un jugement déclaratif d'absence est demandé par les personnes qui ont demandé la présomption d'absence au tribunal de grandes instances du dernier lieu de résidence de l'absent. Cette déclaration produit les mêmes effets qu'un acte de décès. Mariage dissous, succession ouverte et toutes les mesures de l'administration judiciaire liées à la présomption de l'absence prennent fin. Si l'absent revient après la déclaration de l'absence, le droit va tenter de concilier les intérêts divergents de l'entourage qui était passé à une situation post-décès et de l'absent. Le jugement déclaratif d'absence est annulé, mais on ne peut pas annuler toutes les conséquences de ce jugement. On crée donc des situations intermédiaires. L'absent peut récupérer ses biens, mais dans l'état dans lequel il se trouve et n'a pas de compte à rendre aux héritiers. Quant aux liens matrimoniaux, le mariage reste dissous. La disparition. Une personne a disparu dans des circonstances qui sont de nature à mettre sa vie en danger. Article 88 du Code civil. On reste cependant dans une situation d'incertitude. On n'a pas retrouvé son corps, mais les circonstances de sa disparition étaient tellement graves qu'il y a de fortes chances qu'elle soit morte. Il n'y a pas de présomption de vie comme pour l'absence et on entre directement dans une phase de déclaration de disparition qui entraîne des conséquences proches d'un acte de décès. Les conditions de la déclaration de disparition. Toute personne intéressée peut demander auprès du TGI du dernier lieu de résidence du disparu à ce que soit prononcé le jugement déclaratif de disparition, sauf lorsque la disparition a eu lieu dans un crash d'avion ou du naufrage d'un bateau, ou alors on peut demander au lieu de la disparition si le décès est suffisamment probable. Les conséquences de la déclaration de disparition. Le jugement déclaratif de disparition tient compte d'actes de décès. Et une fois prononcé, il sera retranscrit à l'état civil de la personne. Le mariage sera dissous et la succession sera ouverte. Si le disparu réapparaît, le jugement déclaratif de disparition est annulé. Et celui que l'on pensait décédé retrouve tous ses droits. Les conséquences sont les mêmes que celles de l'annulation de déclaration de l'absence. Et voilà donc pour cette première partie du cours de droit civil et personne. On se retrouve dans la deuxième partie où on entamera la seconde section avec l'individualisation de la personne physique. C'était Yuri, je vous souhaite une bonne journée, une bonne étude, ciao ciao.